Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des Rendez-vous du Futur. Une émission particulière puisque dans un écrin particulier, l'église Saint-Sauveur à Issy-les-Moulineaux. Cette émission est préparée par les équipes du Cube, de Triple C et de la JD Carré et réalisée en partenariat avec Oui Demain et Socialterre. Et nous remercions également le Digital Society Forum d'Orange. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous écouter également en podcast. Merci aux étudiants des Gobelins pour avoir réalisé notre nouveau site. Car si vous n'êtes pas forcément habitué au Rendez-vous du Futur, vous ne le savez peut-être pas, ce site est nouveau, est tout nouveau, sur lequel vous êtes. Il est tout nouveau. Et merci aux Gobelins. Merci également aux écoles du groupe Télécom Management. Cette émission est diffusée dans les 13 écoles du groupe Télécom Management. Nous les saluons et nous les encourageons vivement à tweeter. Tweetez, faites voir ce que vous entendez, faites entendre ce que vous voyez sur le hashtag RDVF. Et ensemble, propageons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle étant la suivante, le futur est possible et le futur sera souhaitable, et le futur sera désirable. Et on va en parler dans cette nouvelle émission. Alors, faut-il les présenter? Aujourd'hui, monsieur, on va quand même les présenter. Je suis entouré, très bien entouré aujourd'hui, avec Nils Osmanov, président du Cube, et avec Nicolas Opnaud, qui travaille chez Triple C et qui se fera le passeur de vos questions, de vos remarques, de vos commentaires sur le hashtag RDVF, et puis peut-être le passeur de ses propres questions également, ses propres interrogations. Je suis également très bien entouré par nos invités, Muriel et Saint-Sauveur. Bonjour Muriel. Alors Muriel, nous vous connaissons puisque vous êtes déjà venu dans un Rendez-vous du Futur. Il y a, on ne va pas compter les années, mais il y a quelques temps. Je ne vais pas vous demander ce qui s'est passé depuis, mais il s'en est passé des choses évidemment pour tout le monde. C'est pas du tout la même configuration comme vous allez le voir. Et c'est ça qui fait la magie aussi de ces rendez-vous. Natacha Kester-Séméon, bonjour. Vous nous accompagnez également dans cette émission. Natacha, vous êtes entrepreneuse et fondatrice du mouvement Girls in Web, notamment, et du mouvement Jamais sans elle. Donc là, je vous encourage également à suivre et puis à participer sur le hashtag Jamais sans elle. Hashtag qui cartonne, n'est-ce pas? Oui, on a touché près de 15 millions de personnes avec le hashtag. Je suis fondatrice du club Girl Power 3.0. Girl Power 3.0. Et cette initiative de Jamais sans elle a été initiée par un club masculin qui s'appelle le Club des Gentlemen. Alors, pourquoi cette idée de Jamais sans elle? On va démarrer de manière très rapide. Oui. Alors, déjà, tout d'abord, moi, je suis donc cofondatrice d'un club qui s'appelle, donc, comme je disais à l'instant, Girl Power 3.0, qui réunit des femmes créatrices, innovatrices et entrepreneures, qui a été fondé il y a 10 ans. Et ça fait donc 10 ans qu'on participe à un certain nombre d'événements, que nous-mêmes intervenons les unes et les autres, avec notre expertise et nos rôles. Et en fait, il n'y avait jamais, ou quasiment jamais, de femmes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a entre autres créé ce club, qui à l'origine était un club avec un titre un peu décalé volontairement. Il y a 10 ans, 2.0, nous on n'était pas 2.0, on était 3.0. Excusez-moi, est-ce que ça voulait dire quoi pour le coup, le 3.0 Bon, on mettait un petit peu tout dedans, mais c'était déjà dans l'idée que bon, nous on avait un coup d'avance, hein, c'était un peu ça l'idée. Alors maintenant, il y a plein de définitions de 3.0, hein, effectivement. Et donc, on s'est réunis régulièrement pendant des années avec notre club. On a des personnalités qui sont venues, hommes ou femmes, à venir avec nous. Et puis, c'est un travail de fond qui a été fait par nous et puis par d'autres clubs, effectivement, puisque ça s'est multiplié, ces initiatives pour promouvoir davantage de femmes dans l'écosystème numérique. Et il y a d'autres clubs, et puis aussi des clubs dans les grandes entreprises, dans des régions, etc. Et puis, en fait, à l'automne dernier, en octobre, il y avait la conférence franco-allemande avec Angela Merkel à l'Élysée. Et dans le cadre de cette conférence, moi, j'y étais pas, mais j'avais des personnes dans mon réseau qui étaient dans les participants. Et je vois passer un tweet de quelqu'un qui met une image et qui dit « il n'y a aucune femme sur la tableau, dans les intervenants ». J'ai relevé cette photo en la repartageant à mon tour, mais ça m'est arrivé des dizaines de fois, comme on est un certain nombre à le faire. Et puis on ne sait pas pourquoi, cette fois-ci plutôt qu'une autre, il y a eu plus de réactions. Et il y a Axel Lemaire qui m'a répondu, Benoît Thielin, et puis à cette occasion-là, il y a Guy Maouani, qui est donc le président de Syntec Numérique et du groupe Open, qui a pris l'initiative à titre individuel en disant « je n'interviendrai plus à aucune table ronde où il n'y a pas au moins une femme ». Au moins une, ça veut dire qu'on part déjà de là. Au moins une, c'est même pas moitié-moitié, non, c'est au moins une. L'idée, c'est d'être tout à fait pragmatique, c'est que ça soit applicable dans plein de domaines, et c'est pas une imposition puisque ce sont les signataires eux-mêmes qui s'y engagent. Donc comme on a des personnalités très demandées et sollicitées,
c'est un véritable levier, puisque si vous voulez avoir par exemple Gilles Babinet ou Alexandre Jardin ou dans certains cadres Alain Juppé qui vient à une table ronde, eh bien il faudrait qu'il y ait au moins une femme. Donc vous voyez, c'est déjà beaucoup en fait. C'est peu et beaucoup à la fois. Mais on le voit, il y a des personnes qui organisent des événements où ils mettent plus de femmes. Mais il faut aussi que ce soit tout à fait réalisable. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur le fait de comment on met en application. Et donc le club des gentlemen a été fondé par 2 personnes. Guy Mamoni, dont je viens de parler, puis Tatiana Yves Salomon. On a fondé aussi le Girl Power 3.0 ensemble. Et donc, il réunit à peu près 25 personnalités plusieurs sont entrepreneurs, mais pas seulement, aussi du monde de l'éducation. Et dans ce cadre-là, comme ils sont des acteurs de la transformation humaniste de la société, ils se sont engagés à lancer un appel. Et donc, c'était de façon tout à fait pragmatique, c'était un dîner chez Gilles Babinet. On était tous ensemble et on s'est dit, on va faire un appel. C'est venu spontanément. On a eu l'idée du mot-clé, du hashtag. Et puis 2 jours après, on a publié cet appel dans le magazine Le Point. Et là, bam, sur les réseaux sociaux, on était extrêmement surpris. C'était très, 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 très repris. Et depuis fin janvier, ça ne cesse tous les jours d'avoir des conversations autour de Jamais sans elle. Et aujourd'hui, ça a touché 15 millions de personnes sur Twitter, je crois, avec 80 millions d'impressions. Oui, donc il y a une vraie sensibilisation générale, et c'est du fait notamment de tous ces signataires. Ils sont combien les signataires actuellement ? Aujourd'hui, on en a une centaine. On en a d'autres. On a par exemple le PDG d'IBM, le directeur général de Twitter, Jacques-Antoine Granjon, le PDG d'Orange, Stéphane Richard. Ouais. On a aussi des publicitaires, 3 maires. Il y a Alain Juppé, il y a Philippe Sorel qui est aussi maire de Montpellier, il y a le maire de Mulhouse, Jean Rotner. Il y a des profils assez différents. Donc c'est très vite sorti de la sphère purement numérique. Et on voit qu'en fait, je pense pourquoi ça a fonctionné, c'est parce que d'abord, ce sont des personnes dans lesquelles on a confiance. Aujourd'hui, les entrepreneurs, on est dans une crise de confiance générale, que ce soit dans les politiques et dans les médias. Et ceux dans lesquels on a confiance aujourd'hui, c'est les entrepreneurs, parce que ce sont ceux qui agissent. Oui. Et il n'y a pas d'idée de s'engager de façon purement... c'est pas de la communication, c'est un engagement tout à fait réel. Et le fait que ces personnes soient prescriptrices, si on peut dire, fait que bien d'autres se sont joints. Mais ce sont des candidatures spontanées, qui fait qu'on a sollicité personne, et ça montre d'autant plus la profondeur de l'engagement des uns et des autres. Oui. Vous dites entrepreneur, j'imagine que vous mettez dans le même sac, si je puis dire, tout le milieu associatif qui est aussi très mobilisé et qui agit aussi. Il n'y a pas que le monde de l'entreprise, il y a aussi tout le secteur de l'innovation sociale qui ne passe pas forcément par les schémas de l'entreprise traditionnelle et qui est même peut-être même en train de renouveler la forme même de l'entreprise avec l'entreprise sociale. Je peux en parler après sur Bleu Blanc Zèbre dont je suis cofondatrice, mais oui. Mais là, sur ce sujet-là bien précis, étant donné que notre sphère, la sphère d'influence de ce club comme du Girl Power 3.0, c'est le monde de l'entreprise, c'est le monde du travail. Et je pense que ce qui est nouveau, et pourquoi ça marche aussi, c'est le fait que ce soit des hommes, pour une fois, qui prennent la parole pour défendre les femmes, ce qui est nouveau. Alors on peut le déplorer aussi en se disant qu'il y a beaucoup plus d'écoute quand ce sont des hommes qui défendent les femmes que ce sont les femmes qui demandent quelque chose. Mais là, pour une fois, on ne demande rien. Ce sont les hommes qui nous soutiennent. Donc c'est nouveau. Mais il y a une tendance, d'hommes féministes, on pourrait dire, ou d'hommes humanistes qui prennent la parole pour les femmes. Oui. Voilà, moi je préfère humaniste, parce que c'est plus englobant. On le voit avec, par exemple, l'ONU, qui a le programme He for She, qui réunit d'ailleurs, dont plusieurs sociétés sont aussi signataires de notre appel. Par exemple, on voit le groupe Accor Hotel, qui est associé au programme, au Twitter. Et c'est intéressant parce que ce sont des programmes innovants pour des entreprises, des gouvernements et des universités qui cherchent à avancer sur l'égalité professionnelle. Par exemple, je crois qu'Accor s'est engagé à l'égalité des salaires d'ici 2 ans. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs mouvements. Et puis il y a quelques mois, il y avait aussi les dessinateurs, vous vous souvenez, dans le cadre du festival Angoulême, les dessinateurs qui avaient soutenu les femmes. Donc je pense que le levier est nouveau, c'est que la mixité devient un sujet, et que la mixité devient un sujet pour les hommes et pour les femmes. Mais à Angoulême, par exemple, on se souvient aussi que les hommes, justement, s'étaient vraiment engagés, mais suite à une ultime provocation du président du festival, qui n'est pas du mandataire ou de l'organisateur plutôt. Finalement, est-ce qu'il faut toujours passer par la phase provocation, par un politique qui fait une phrase malheureuse et du coup derrière tout le monde rebondit de manière positive, ou est-ce qu'on pourra quand même voir un jour des mouvements émerger sans partir forcément d'une provoque ou d'un constat très négatif? Si on regarde Nuit debout, par exemple, il semble que ça soit un sujet qui soit assez partagé. Un autre sujet est l'écologie. Je crois que c'est les 2 grands sujets qu'on voit beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a quand même peut-être un mouvement générationnel là, qui arrive et qui est porteur plus de cette idée-là.
Alors la transformation du numérique, enfin la transformation de la société et les mouvements sociaux qui utilisent les réseaux sociaux pour, c'est un de mes sujets aussi, ce que l'on appelle l'empowerment ou la responsabilisation ou la conscientisation. Oui, alors moi je suis un peu méfiante sur le côté générationnel, c'est un discours que je n'aime pas trop parce que j'aime pas le jeunisme, je pense que c'est un changement de mentalité. Les deux peuvent converger, on peut être jeune et avoir une autre mentalité, mais on peut avoir un certain âge et avoir une autre mentalité. Il faut qu'on change de logiciel et surtout qu'on ne s'oppose pas les uns les autres. D'ailleurs, de ne pas s'opposer non plus ni les hommes, ni les femmes, ni les générations. Ce qui est en train de se passer, c'est que là, en l'occurrence pour Jamais sans elle ou d'autres choses, c'est un moment où il y a une cristallisation. Alors, est-ce que cette cristallisation se fonde sur une opposition à une loi, une photo qui vous choque, une déclaration, etc. Ça ne vient pas de nulle part, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est un moment qui manifeste, qui représente une prise de conscience. Là, en l'occurrence, de ce que je vois en regardant tous les jours les conversations qu'il y a sur les réseaux sociaux autour de Jamais sans elle, puisqu'en fait, le hashtag, c'est là qui c'est intéressant, c'est qu'il pourrait vous répondre aussi, c'est de la co-élaboration, c'est de l'appropriation, sinon ça ne fonctionnerait pas comme ça. On n'est pas capable non plus de promouvoir un hashtag et de toucher 15 millions de personnes du jour au lendemain. Ce sont les personnes qui communiquent et l'utilisent. Donc ça veut dire que ça correspond, je pense, à peut-être un mouvement de fond qui était avec un signal peut-être faible, qui devient un peu plus fort et qui se cristallise à un moment donné. Donc oui, le numérique peut manifester des choses, mais il y a, j'allais dire, les mouvements qui sont plutôt fondés sur des idées positives et de construction de la société, et certains qui se construisent sur la dénonciation. Moi, personnellement, je crois plutôt au fait qu'on puisse proposer des solutions. C'est la raison pour laquelle on a créé les Zèbres, Bleu, Blanc, Zèbre, il y a 2 ans. Et je pense qu'il y a des mouvements de ce type-là partout en France, et que les réseaux nous permettent justement de nous relier les uns aux autres et d'agir ensemble. Jamais sans elle, pardon, oui, c'est un label maintenant, en quelque sorte. En très très peu de temps, encore une fois, hein, en moins de 3 mois. En 3 mois, oui, en 3 mois, c'est devenu un label. Est-ce qu'on peut imaginer, du coup, il y a des événements qui vont être labellisés, qui le sont sans doute déjà. Il y a des entreprises qui peuvent être labellisées, des assos, des territoires qui peuvent être labellisés. Il va se passer quoi maintenant ? En fait, ce qui est très intéressant, c'est que comme tout ça n'était pas... il n'y avait pas un plan stratégique. Oui. Donc on l'a élaboré en fonction des retours que nous avons eus et on a eu des propositions. Alors effectivement, on a eu des événements qui nous ont proposés et qui ont voulu être labellisés, mais ça met un peu de temps à se mettre en œuvre parce que par exemple, un organisateur de salon, s'il a 10 tables rondes, il faut qu'il trouve au moins 10 femmes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un côté aussi de faisabilité. Donc il faut travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a un conseil féminin qui est parrainé notamment par Laurence Parisot, d'autres personnalités diverses. Et ce conseil féminin nous permet, par exemple, de solliciter ses membres pour ouvrir les carnets d'adresses, pour recommander des femmes pour certaines conférences. Donc oui, il y a les conférences, il peut y avoir des territoires, mais ça c'est un travail aussi de fond. On va le décliner dans le sport, ouais. Voilà. Et donc il peut y avoir des déclinaisons qui viennent de personnes qui nous proposent de travailler ensemble. Et puis, j'allais dire, l'idée c'est qu'on s'unisse les uns aux autres pour agir. C'est justement qu'on s'entraide. Donc on se rencontre par le biais des réseaux, mais pas seulement. Et là, on est en train de s'interconnecter les uns aux autres. Alors, le numérique étant effectivement un levier de transformation de la société très important aujourd'hui, on voit que en matière de formation, il y a encore peu de femmes qui sont, je crois que c'est de l'ordre de 10%, vous aurez peut-être un meilleur chiffre, qui aujourd'hui apprennent à coder, apprennent à être manager de projets numériques, etc. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, le monde se transforme massivement avec le numérique. Est-ce que vous agissez sur ce point-là et comment pour inciter peut-être plus les femmes à entrer en numérique, si je puis dire, en matière de formation? Il y a 10 ans, on n'était que quelques-unes à parler de ce sujet-là. Maintenant, on est quelques-unes et quelques-uns. Oui, dans le cadre de notre club, on fait de la sensibilisation, mais il faut qu'on s'y mette tous pour que ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le travail sur les nouveaux rôles modèles. C'est le fait qu'on puisse s'identifier à des personnes qui ont eu des carrières. L'idée aussi, parce que moi, je pense que ça, c'est un élément important, c'est pas s'identifier seulement à des personnes qui ont des success stories extraordinaires. Je ne crois pas qu'on se reconnaisse nécessairement dans quelqu'un qui a monté une entreprise et qui est multimilliardaire. C'est aussi quelqu'un qui réalise aussi sa vie à travers son travail, qui est passionné et qui peut monter un site de e-commerce, une société de services et des choses plus accessibles aussi. Donc c'est le travail sur les nouveaux rôles modèles. C'est le fait aussi de prendre la parole. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement, mais je ne suis pas la seule. On est un certain nombre
intervenir en tant qu'entrepreneur et de parler de notre expérience. Mais surtout, le mieux, c'est d'être invité pour nos compétences et pas en tant que femme pour être la femme d'une table ronde. Voilà. Ça, c'est le Graal. Voilà. Et donc, oui, on fait un travail. Et il commence à y avoir des écoles. On a par exemple plusieurs signataires qui sont de plusieurs écoles de code qui sont de plus en plus sensibilisés à cette question-là. Je pense notamment à Sophie Vigé, qui est directrice de la Web Academy, qui fait partie du club Girl Power 3.0, qui va monter une Web Academy pour les filles à la rentrée. Donc, je rappelle, la Web Academy, c'est une école destinée à des personnes qui n'ont même pas le bac, qui est gratuite et qui permet, quand vous sortez de cette école, d'avoir pour la majorité des élèves des CDI. Donc oui, il faut promouvoir ces rôles, il faut montrer qu'il y a des formations. Mais ça bouge un petit peu, hein. Il y a le projet de grande école numérique, etc. Mais je pense que c'est pas seulement ça. Il faut qu'on en entende beaucoup parler, qu'on le voit sur les réseaux. Les réseaux peuvent permettre de voir des exemples et de se dire, bah tiens, en fait, je pourrais faire ça. Je pourrais peut-être apprendre aussi à bricoler quand vous êtes jeune, etc. Oui, parce que ce qui est étrange, c'est que par ailleurs, la culture du numérique touche absolument tout le monde. Il y a autant de femmes, de jeunes filles qui jouent aux jeux vidéo que de jeunes hommes, par exemple. On peut dire que en termes d'usage, tout le monde utilise le numérique. C'est juste qu'après, quand il s'agit de passer au monde professionnel, c'est comme si c'était encore culturellement un peu réservé aux garçons, quoi. Mais... Il y a plein de freins. Il y a le fait que vous n'ayez pas l'idée de le faire. En plus, c'est aussi difficile d'être des fois dans des écoles de codeurs que hommes. Donc, celles qui arrivent sont quand même plutôt plus courageuses que la moyenne. Donc, il faut qu'on essaie de mettre un cadre un peu plus bienveillant. Voilà, par exemple, je pense que le cadre d'une Web Academy pour les filles, c'est fait que... Et je ne sais pas si elle durera des années, mais l'idée, c'est que déjà les filles aient envie de se retrouver un peu entre filles, c'est dire que c'est peut-être un peu c'est plus accueillant, voilà. Donc, mais c'est à nous de travailler tous ensemble pour faire en sorte que cet environnement donne plus envie, voilà. Surtout qu'il y a un autre enjeu. Je pense, moi, que le prochain Mark Zuckerberg sera une femme. C'est-à-dire que si on veut peser dans la société et si on veut vraiment que les femmes avancent, il faut aussi qu'elles dirigent des grandes sociétés. Mais pour ça, il faut déjà qu'elles montent des startups avant qu'elles deviennent des licornes. Nicolas, un détour sur le web, oui. Une petite question sur Twitter. Est-ce qu'il y a des liens entre Jamais sans elle et la Fondation des femmes? Non, pas encore, non. Pas encore, ça veut dire que ça peut arriver. Ça peut arriver. Là, nous, on est dans un esprit de collaboration, donc pourquoi pas. Ça vient, enfin, comme je viens de le dire, ça vient des contacts spontanés que nous avons, personnes qui souhaitent qu'on travaille ensemble. Donc, mais bon, je rappelle qu'on est quand même une association, on en est qu'au tout début. Hein. On a une croissance rapide, mais ce ne sont que les quelques semaines qu'on existe. Mais c'est ça fait que 4 mois. À peine. 3 mois. À peine. Ouais. Muriel et Saint-Sauveur, on se souvient d'un livre que vous aviez écrit, Un monde au féminin serait-il meilleur? Alors, la question toute bête qui s'imposerait à moi, ce serait alors, on en est où là maintenant? Depuis ces quelques années, ça fait 3-4 ans qu'il est sorti. Et la deuxième question, c'est quel regard, et ce sera peut-être ma première, je ne sais pas si vous suivez, ma première question, ça va être celle-ci. Ça va être quel regard portez-vous sur ce mouvement Jamais sans elle? Bonjour d'abord, je suis très heureuse d'être de nouveau invitée, surtout qu'il s'appelle l'Espace Saint-Sauveur, c'est assez joli. Oui. Un peu d'ironie. Moi, je suis tout à fait intéressée par ce que vient de dire Natacha, parce que je pense que c'est un nouveau mouvement, et c'est, contrairement à ce qu'elle vient de dire, un nouveau féminisme pour moi. Alors, je m'explique. Quand j'ai lancé ce livre, que j'ai écrit ce livre, je suis une femme de communication d'abord. Donc, j'ai parcouru de nombreux pays pour ce métier de communication et c'est à ce moment-là que j'ai vu dans le monde entier comment encore les femmes étaient très maltraitées à cause de leur sexe. C'est ce mouvement, moi, ce que j'ai vu vraiment et qui vous change quand vous le voyez vraiment, qui m'a poussée à m'occuper de ce sujet d'égalité femmes-hommes parce que, contrairement à un certain nombre de femmes de ma génération, j'étais la petite Parisienne qui avait vécu dans le baby-boom et qui finalement avait tout eu très facilement. Donc je ne me suis pas rendu compte de ces inégalités et je les ai vues en voyageant. Et là j'ai décidé que ce n'était pas acceptable. Donc en plus de mon métier de communication, j'ai commencé à m'occuper de ce sujet dans des entreprises, à écrire ce livre pour rencontrer les femmes et voir ce qu'elles changeraient dans l'organisation du monde si elles avaient le pouvoir. Et puis en sociologue raté, j'ai mené des enquêtes et je continue. Et je vais créer ma société. Et ce que je vois, c'est que dans une des enquêtes qu'on avait menées, on avait demandé comment vous jugez le féminisme. Et les femmes de ma génération, c'était un combat. Ensuite, c'est devenu une philosophie. Et maintenant, c'est un mouvement. Et c'est un mouvement parce que les jeunes femmes aujourd'hui y intègrent les hommes. Et ça, c'est complètement nouveau. Et là où je trouve qu'il y a quand même deux sujets, c'est qu'il faut toujours aider les femmes à avoir confiance en elles, parce que c'est un des travers
des femmes et de leur éducation. Et quand on voit qu'il y a encore peu de femmes dans le monde de la technologie, dans ce monde-là, c'est qu'on ne leur a pas appris que c'était possible, où que ce soit d'ailleurs. Et en même temps, donc je pense qu'il faut encore des endroits où les femmes sont entre elles pour acquérir cette envie de tout faire, et puis des endroits où il y a hommes et femmes qui travaillent ensemble pour ce nouveau féminisme. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui, et on voit ce mouvement dans certains pays où on n'imaginerait pas le voir. C'est-à-dire dans des pays émergents, en Inde, en Chine, on n'a pas du tout l'idée que hors d'Europe ou aux États-Unis, ce courant existe. Or, il existe par là aussi. D'accord. Donc c'est intéressant. Une réaction, Natacha, oui. Oui, alors le Club Girl Power 3.0 n'est pas mixte, il est 100% féminin. Moi, je vois la limite aussi de s'adresser, parce qu'on est un certain nombre à faire ce travail de fond, 10 ans, c'est long quand même, et donc la limite aussi de s'adresser, se parler qu'entre nous. Et là, ce qui est nouveau, c'est le moment où je pense qu'il y a un levier, c'est quand vous avez, on en parle tous ensemble. Je prends un exemple. Il me semble, enfin c'est les témoignages que j'ai, qu'aujourd'hui notre perception est un peu en train de changer, on n'en est qu'au tout début, hein. C'est que par exemple voir une photo avec une table ronde politique ou professionnelle où il n'y a que des hommes, eh ben, on voit des hommes qui réagissent et qui disent que c'est pas normal. Donc oui, puis ça commence à tweeter pas mal ce genre de photos maintenant. Donc, ça montre aussi qu'on a des gens partout en France qui nous font des photos et qui le disent. Mais ça marche aussi, je pense, parce qu'on n'est pas dans la dénonciation. Là, par exemple, on cherche ni à s'opposer, ni à imposer, mais on vraiment veut collaborer. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut avancer ensemble. C'est un moment où, justement, dans une société comme la nôtre, en crise, on est tellement en train de se déchirer les uns les autres, on a besoin aussi d'avoir des valeurs positives et de converger. Mais est-ce que c'est pas aussi porté par ce monde 2.0 qui est la promesse aussi d'aller vers un monde où il y a plus d'altruisme, d'empathie, de relations d'intergénérationnelles, etc. Enfin, c'est aussi toutes ces valeurs-là qui sont en train d'arriver avec les réseaux. Je dis pas que c'est fait, hein, je dis que c'est porté par des communautés. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est en train d'arriver et qui fait que oui, les hommes et les femmes vont... Oui, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que dans de nombreux pays du monde, l'outil est une liberté pour les femmes. C'est-à-dire que nous, on le voit comme quelque chose d'évident, mais dans la dernière enquête qu'on a menée sur 3 générations de femmes dans le monde, le plus fort taux de réponse est venu des jeunes filles, donc la dernière génération, celles qui ont 20-30 ans, des pays arabes. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas droit à la parole et que via ces réseaux sociaux et via Internet, elles ont tout d'un coup eu droit à la parole. Donc c'est d'abord un outil de liberté, ce qui est peut-être aujourd'hui chez nous dépassé, mais qui chez elles... Et on voit en Afrique que c'est un outil de démocratie qui arrive. Totalement. Donc c'est à cause de cela qu'ensuite elles vont pouvoir passer à l'étape dans laquelle nous sommes déjà nous aujourd'hui. Mais pour elles, c'est déjà comment je me fais entendre. Parce que moi j'ai entendu une phrase... je ne veux plus qu'on m'impose un choix, disent les jeunes filles au Pakistan, en Inde et dans tous ces pays. Je veux décider moi-même de ma vie et je ne veux plus que mon père, mon mari ou mon frère m'imposent un choix. C'est ça leur situation. Et avec les réseaux sociaux, elles peuvent se permettre un certain nombre de choses. On voit bien d'ailleurs que celles qui ont été au devant de la scène, elles ont commencé par se mettre soit nues sur les réseaux sociaux, soit dévoilées, là, elles s'affirment grâce à cela. Nicolas, oui. J'ai envie de rebondir sur ce que vous dites. Est-ce que ce monde 2.0 dans lequel on est, qui prône plus d'horizontalité, ne fait pas vaciller un certain patriarcat dans notre société, justement ? Et bien sûr, parce qu'il donne la parole à des jeunes filles qui ne l'avaient pas jusqu'à présent. Et ce qui permet le dialogue aussi. Moi, il y a une chose qui m'a récemment fait très plaisir. J'étais en Chine, dans une ville du milieu, du centre de la Chine, à Chengdu, et j'ai discuté avec des jeunes qui avaient 20 ans, filles et garçons. J'ai eu autant de questions des garçons que des filles. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et j'ai eu autant de questions sur comment on peut faire pour se libérer de la pression de la société et évoluer tous les deux, filles et garçons, ensemble dans ce nouveau monde. Et donc, ça change. Ils vont se révolter contre leurs parents et contre la société. Mais du coup, dans les entreprises, revenons chez nous, dans les grandes entreprises,
très installés. Comment on arrive à faire bouger les lignes? D'ailleurs, on pourrait le dire dans le monde politique, hein, enfin dans toutes les organisations, on va dire, très centralisées, comme on peut les voir dans les entreprises aujourd'hui ou dans les systèmes politiques. Comment vous voyez ça? Comment on peut arriver à réformer ça, faire bouger les lignes? Alors, je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai vu 3 phénomènes qui arrivent en même temps et qui sont 3 fois plus forts. Vous avez un nouveau phénomène, c'est le nombre de femmes qui travaillent, qui est quand même de plus en plus important. Et comme les femmes sont encore celles, entre 40 et 50 ans, qui s'occupent de la maison, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de toute la vie, elles ont encore une demande de leadership différent, de carrière différente, d'ouverture, de flexibilité. Arrive en même temps la génération dite Y, qui, elle, veut réussir sa vie avant tout. Elle mélange. Et pourquoi elle mélange? Parce qu'elle est hyper connectée. Et donc la 3e révolution, ce sont les outils qui font que nous travaillons n'importe où, pour une partie des métiers, pas encore tous. Et donc quand vous avez ces 3 révolutions qui arrivent en même temps dans l'entreprise, ça veut bien dire que l'entreprise doit repenser son organisation, qui va être horizontale, qui va être flexible, mais que cela prend du temps. Parce qu'une entreprise, c'est un gros mastodonte qui ne change pas du jour au lendemain, qui a des freins, qui a une hiérarchie, qui est mondiale et qui ne peut pas, au moment où elle nous écoute, tout d'un coup décider que demain matin, ça va changer. Natacha, un mot sur l'entreprise, peut-être? Je suis co-auteur avec Gilles Babinet d'une tribune sur le sujet de la transformation digitale et la mixité et la diversité. Je pense que c'est une opportunité vraiment historique majeure. Parce qu'en fait, on le voit, les grands groupes ont peur de se faire ubériser et réfléchissent davantage à comment intégrer un esprit start-up au sein des grands groupes. Alors, il y a des démarches d'intra-entrepreneuriat, par exemple, et réfléchissent. Et c'est un moment où on leur dit, écoutez, l'innovation, elle vient aussi de l'innovation de rupture, elle vient du mélange entre les personnes, des profils différents, d'âges différents, de cultures différentes. Donc, si vous voulez éviter d'être disrupté par des modèles économiques nouveaux, des sociétés nouvelles dans le numérique, eh bien, il faut que vous réfléchissiez, que vous intégrez au sein de vos groupes une réflexion d'un peu d'esprit start-up. Et on le voit par exemple avec l'initiative de Accor Hotel qui ont fait le Shadow Comex, c'est-à-dire en fait le comité de direction de l'entreprise où la moyenne d'âge est de 55 ans. Ils ont créé, alors il est consultatif, il ne prend pas les décisions, mais un autre conseil à côté avec des moins de 35 ans issus de la société. Il est paritaire avec des profils différents et il leur permet de donner leur avis sur les dossiers. Bon. Et ils ont des effets très positifs d'après ce que l'on sait. Donc ça veut dire qu'on a besoin de se mélanger. On a besoin, par pur pragmatisme aussi, de faire avancer des femmes et de la diversité dans les entreprises pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et qu'il y a aussi des intérêts, j'allais dire, business. Il faut aussi, dans ce domaine-là, être très pragmatique. C'est pas seulement les bonnes intentions, c'est aussi le fait qu'on a tous à y gagner. Et ça, comment dire, ce sont des arguments qui fonctionnent et des grandes sociétés aujourd'hui arrivent à ces réflexions et on le voit avec des programmes pour faire remonter des femmes jusqu'au top management. On en est au tout début. On voit qu'il y a l'application de la loi le 1er janvier de l'année prochaine, la loi Copé-Zimmermann sur la plus de présence de femmes dans les conseils d'administration. Et on sera à quel pourcentage d'ailleurs? On était à 40, non? Oui, mais il y a des entreprises qui sont plus ou moins bien classées. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des efforts. Après, il y a des démarches différentes, par des quotas, par de l'imposition, par des démarches internes. Mais ce qu'il faut surtout, faut montrer qu'on y a un intérêt commun. C'est ça, je pense, qui peut faire en sorte que les lignes bougent, mais ça commence à bouger un petit peu. Un mot sur les quotas, je voulais juste y revenir. Finalement, on s'aperçoit encore une fois que là, il faut des décisions de l'État, donc une loi qui passe, une loi sur les quotas, une loi pour imposer vraiment un geste fort. Et puis il faut aussi un mouvement qui parte d'en bas, qui parte de manière complètement parfois improvisée autour d'un dîner, et puis boum, ça devient un vrai mouvement. Ces quotas, c'est encore un mal nécessaire, vous pensez, Muriel ? Mais oui, c'est un mal nécessaire, sinon nous n'avancerons pas. Parce qu'on le voit, les quotas ont obligé les entreprises à nommer des femmes. Et il faut que les femmes soient un peu partageuses avec les autres. C'est-à-dire qu'elles acceptent d'être une femme alibi, parce qu'on va tous passer par là, ou toutes. Parce que la deuxième qui sera nommée ne sera plus une femme alibi. Oui, en 3 générations, c'est fait, quoi. Ça va changer. Donc, celles qui disent « Ah non, je vais être nommée pour mes compétences », on a toutes dit ça. N'empêche que si on ne fait pas la femme alibi, si on ne passe pas par là, on n'y arrivera pas. Et puis, la deuxième chose, j'ai un ami qui organise des manifestations et qui dit c'est très difficile d'avoir des femmes parce que, comme finalement il y en a assez peu qui parlent, elles sont hyper sollicitées. Eh bien, il faut qu'on les aide à être visibles.
Et moi, ça fait partie de ce que je veux faire aujourd'hui, c'est rendre les femmes visibles, les aider à prendre la parole, à avoir confiance en elles, pour qu'il y en ait plus, et que cette personne qui organise des débats n'ait plus à dire « finalement, il n'y en a pas assez ». C'est ça aussi la deuxième étape. Du coup, il faut aussi des initiatives pour montrer, pour braquer le projecteur sur les expertes. Là, je pense au site Les Experts. Au club des experts, Il y a, au site des bien experts. sûr, Oui, voilà, les sites des experts, ça a été fait pour ça. Ouais. Ça recense, c'est une très bonne initiative qui recense des femmes totalement inconnues du grand public pour que, quand les journalistes interviewent, ils n'interviewent pas que des hommes. Ouais. Ou en tout cas, qu'on puisse leur dire et leur reprocher de manière normale. Pour revenir sur ce que vous disiez, en fait, quand on ne veut pas être femme alibi, on doit avoir un côté de l'exemplarité, c'est-à-dire qu'on doit être très très bonne. Alors c'est vrai que je ne donnerai pas de nom, mais il y a certains signataires qui nous disent, mais vous savez, on fait des conférences avec des hommes, souvent, c'est pas toujours très intéressant, pourquoi les femmes devraient être meilleures que les autres. Mais oui, mais en fait, justement, comme souvent, si on est invité à un endroit, on doit être très très bonne. Et donc ça aussi, on a une pression là-dessus, et c'est pas toujours évident. Donc c'est la raison pour laquelle dans notre club, et c'est aussi un message qu'on passe, notamment avec le conseil féminin qui réunit un certain nombre de personnalités, c'est de dire qu'il faut qu'on encourage les femmes à ne pas avoir peur de prendre la parole. Nous, on fait aussi du coaching de façon amicale dans notre cadre de notre club. Il ne faut que quand elles s'engagent à venir à une table ronde aussi, elles viennent vraiment, parce qu'on a eu par exemple des cas où si on a des signataires qui étaient une table ronde où une femme était prévue et une femme a annulé à la dernière minute, ouais. Ça peut arriver, et se retrouve très embarrassé. Donc Guy Mawani a carrément annulé sa présence alors c'était validé jamais sans elle, si on peut dire. Donc il y a l'idée que si on est invité en tant que dirigeante ou entrepreneur dans une table ronde professionnelle, non seulement on représente notre société, nos compétences, mais on représente aussi les autres femmes. Il faut en avoir conscience. Et ça, je pense que dans l'histoire de la transmission, moi personnellement j'ai une histoire de transmission, c'est aussi pour ça que je suis engagée avec mon histoire familiale, c'est que tout le monde n'a pas eu cette transmission de valeurs. Il y a une génération de ceux qui ont 50 ans, qui ont bien profité des avantages de la génération d'avant, et ceux qui sont en dessous aussi. Sauf que maintenant, on voit du recul sur certains points, parce qu'il faut travailler. Hein. Et rien n'est acquis. Il faut aussi continuer d'avancer. On ne peut pas seulement profiter. Et donc là, il y a un autre sujet aussi, c'est que les femmes doivent être un petit peu moins individualistes. C'est que c'est très bien d'avancer, d'avoir une très belle carrière et une belle histoire. Il faut aussi regarder derrière soi et essayer de faire monter des femmes qu'on repère les unes et les autres et qu'on les encourage. Il faut aussi un peu partager en fait la lumière. Voilà. Alors pour le coup, moi j'ai posé une question très personnelle, si je puis dire. J'ai 3 filles qui rentrent, qui font des études actuellement, qui sont bientôt dans la vie active. Quels conseils vous leur donneriez, voilà, de manière très simple. Hein. Elles s'intéressent à quel domaine ? Le numérique, la sociologie, la géographie. Ce que je vais dire, je pense que vous leur avez déjà dit, c'est qu'il faut rester curieux tout le long de sa vie, qu'on va avoir 4 ou 5 métiers dans sa vie. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai été élevée, moi. C'est qu'il faut apprendre à apprendre. Il faut apprendre à se remettre en question, que justement, ce dont vous parlez tout à l'heure, on est dans une société différente, où il n'y a plus les sachants d'un côté et les ignorants de l'autre. On peut être dans une position l'une ou l'autre. Et donc, je pense qu'il faut beaucoup de curiosité et pas hésiter à essayer. Et pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, il ne faut pas avoir peur de rater aussi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas français. On est toujours dans les histoires en nous racontant des cas exemplaires. Il faut aussi y aller. L'innovation, c'est essayer, rater, essayer. Puis, une fois, de temps en temps, on réussit. Muriel, vous diriez quoi ? Alors, moi, je leur dirais tout est possible. Tu n'as qu'à essayer. Pour cela, il faut travailler. Et pense d'abord que tu as une vie avec un certain nombre d'années devant toi, et qu'il faut que tu penses à ton indépendance. Parce qu'on a tendance à oublier dans cette nouvelle génération qui arrive que l'indépendance et l'indépendance financière, ça a été notre motto, mais c'est quand même essentiel. Et de temps en temps, on entend des jeunes filles dire « Non, je vais m'occuper de ceci, je vais rentrer à la maison ». Non. Tu essaies tous les métiers parce que tout est possible pour toi, mais tu dois être indépendante. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Nous avons une petite surprise. Une petite surprise, on va naviguer à vue. Cette émission est réalisée dans le cadre du festival, de notre premier festival Rendez-vous du Futur, donc ici à l'église Saint-Sauveur. Nous allons rajouter un fauteuil juste à côté de vous, Muriel. Donc on va décaler un petit peu. On va partager le micro. Alors Natacha, je vais prendre votre micro. Vous allez prendre le micro de Nicolas. Je vais passer votre micro sur ma gauche et je vous demande d'accueillir Marianne. Marianne Mario est notre pétillante psychologue. Elle fait pas, enfin c'est pas forcément notre psychologue à nous d'ailleurs, mais elle fait partie en tout cas, elle fait partie de notre équipe. Elle fait partie du club des Rendez-vous du Futur. Et Marianne nous surprend toujours par ses questions qui
Ben, on se demande où elle va les chercher, tout simplement. Ouais, voilà, c'est des questions très disruptives. Marianne, merci Bonjour. de jouer le jeu de cette intraview, parce que Marianne est la spécialiste des intraviews. Et je te présente donc Muriel de Saint-Sauveur et Natacha Kester-Séméon. Et j'ai envie de dire, elles sont à toi. Alors, une première petite question pour toutes les deux. Une question de liberté. Si vous aviez été beaucoup plus folle ou plus libre, qu'auriez-vous fait ou quel métier auriez-vous fait? Ah, c'est une bonne question. Moi, j'aurais probablement eu plus confiance en moi plus tôt. Ça m'a pris du temps de savoir que j'avais peut-être une certaine valeur. Et j'aurais probablement commencé à écrire plus tôt. J'aurais voulu écrire pour faire partager. Je disais que j'avais un côté sociologue raté tout à l'heure. J'aurais voulu faire ça plus tôt. Et le transmettre. Parce qu'il y a une deuxième chose aussi qu'on apprend en grandissant, c'est qu'on a envie de transmettre. Alors aujourd'hui, moi, j'arrive à un âge où j'ai d'autant plus envie de transmettre. Natacha? Ça paraît peut-être surprenant, je fais vraiment ce qui me convient. Voilà. Mais on le sent. Voilà. J'ai eu la chance, moi j'ai été élevée dans une sorte de kibbutz cosmopolite et on m'a toujours appris que d'abord on pouvait faire tout était possible, avec des valeurs à la fois sur le fond, la forme, la créativité et je sais que je peux arrêter ce que je fais aujourd'hui pour faire autre chose si ça me prenait. Donc cette liberté-là, on me l'a apprise, donc j'ai beaucoup de chance. Alors, une question insurrection des vies minuscules. Quelle est la personne peut-être inconnue dont l'insurrection vous émeut? C'est-à-dire, plus précisément, quel art singulier de la résistance vous touche chez elle? Donc ça peut être une femme, mais Inconnue. ça peut être connue ou inconnue. Mais... Ah, moi, j'ai deux personnes que j'admire totalement. C'est Malala d'un côté. Alors, je ne suis pas la seule, mais quand même. J'ai rencontré son père et j'ai un peu compris aussi comment Malala était devenue ce qu'elle était. Et puis, le docteur Mugabe, qui est cet homme du Congo qui répare les femmes. Et je ne sais pas si vous n'avez pas vu ce film. Accrochez-vous, mais allez le voir, parce que c'est assez extraordinaire ce qu'un homme peut faire pour les femmes, justement. J'ai la chance, de par plusieurs engagements, de rencontrer un certain nombre de personnes depuis très longtemps, parce que je suis tombée dans l'associatif quand j'étais petite, et il y a des personnes vraiment extraordinaires qui ne souhaitent pas du tout apparaître dans la lumière, qui ne vont pas se retrouver à faire une conférence 10 minutes tout seul devant une salle avec 500 personnes, parce que je trouve d'ailleurs que ça... On a trop tendance à faire du show avec des personnes qui veulent changer le monde. Il y a des personnes qui veulent vraiment, qui font des choses, qui ne veulent pas apparaître, il y en a partout. Des gens formidables qui ont des gestes dans des situations très difficiles, qui restent dans leur humanité, qui sont bienveillants, qui aident les autres dans des conditions parfois ils ne pourraient pas le faire, ne devraient pas le faire. Et ça, ces personnages, j'ai beaucoup d'admiration, mais finalement, c'est pas un nom en particulier. Et j'espère qu'on pourra d'ailleurs davantage se relier les uns aux autres dans des nouveaux projets. C'est le Parlement des anonymes. Oui, parce que en fait, sinon le monde n'existerait pas. Ce qu'on dit souvent, que ce soit avec Jamel Saint-Zel ou le Blanc-Zeb, c'est que vous allumez la télé au journal 20h, on ne vous parle pas des gens formidables qui font des gestes tous les jours dans leur entourage, auprès de leur famille, ou qui aident quelqu'un dans la rue ou sur leur palier. Il y a des gens partout qui font des choses formidables, mais on ne les médiatise pas. Mais peut-être tant mieux finalement, je ne sais pas. C'est pour ça que j'aime bien cette insurrection des vies minuscules. C'est une jolie formule de Guillaume Leblanc. Alors maintenant, une question espérance pour celle que ça inspire. Anne Dufourmentel, philosophe, écrivait « La déception est ce trébuchement contenu en puissance dans chaque événement, et l'espérance folle qu'il avait suscitée en nous. Éprouver la déception suppose d'avoir cru, c'est avoir joué le jeu, risqué, et d'une certaine manière avoir perdu, mais sans regret d'y avoir cru. Alors, quelle est ou quelle a été votre plus grande déception ? Alors l'espérance est violente, ça on le sait, oui. Et je pense que pour agir, il faut finalement le faire avec plus d'humilité. Peut-être on attend trop des choses et on attend parfois trop de soi-même. Et on apprend aussi de ses erreurs. Alors oui, j'ai eu des déceptions plutôt d'avoir commis des erreurs, mais c'était purement professionnel. Et d'avoir tenté des choses très compliquées et administratives d'ailleurs, dans le cas du grand emprunt, qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, c'était une bonne expérience parce que j'ai appris de moi-même et on se fortifie de ces échecs. Et finalement, ce n'est pas un échec. Voilà. Donc sinon, globalement, je pense que quand on est déçu, le pire, c'est d'être déçu par soi-même. Il faut rester fidèle à soi-même et pas se décevoir. Si on se déçoit, là, ça peut aller malheureusement sur une mauvaise pente. Mais en même temps, bon, des fois, il faut explorer un peu son côté plus sombre pour redécouvrir un peu le côté lumineux. Merci.
Alors moi, je pense que mes déceptions sont venues d'espoir que j'ai mis dans certaines personnes, que je voulais peut-être voir réussir certaines choses, et c'était ma vision, et pas forcément la leur. Donc elles n'avaient pas forcément envie d'aller dans ce chemin, et elles se sont arrêtées en chemin. Et moi, j'étais déçue, mais au fond, je n'aurais pas dû l'être, parce que j'avais imaginé une vie pour d'autres. Et donc ça, on a envie, quand j'ai été impresario en commençant ma carrière professionnelle, et donc on a envie de pousser les gens vers, mais peut-être n'ont-ils pas envie d'y aller. Ça, c'est là où j'ai eu des déceptions, et c'était peut-être ma faute. Mais vous y croyez encore? Oui, parce que je crois qu'on peut, c'est la transmission, je reviens à cela, et puis l'envie de partager avec d'autres. Il faut toujours donner envie aux gens, et les pousser, et puis tant pis s'ils n'y vont pas. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Surtout quand on a la chance de vivre là où on vit, à l'époque où on vit. C'est une chance inouïe. On est là aujourd'hui, on a tous une chance inouïe. Et moi, je suis de plus en plus sensible au fait de vouloir la partager, cette chance. Alors, une dernière question pour toutes les deux, une question partage. Avez-vous une devise qui vous porte, une citation que vous affectionnez, ou tout simplement un mot, un petit fétiche, un gris-gris que vous auriez envie de partager avec nous? Essaye. Un secret? Non, je n'ai pas de gris-gris, je suis pas du tout... Essaye. Allez, vas-y. Tu tomberas, tu te relèves. Vas-y. Je suis en train de chercher les mots exacts. C'est une citation de René Char. Alors, je crois que c'est « Impose ta chance ». Va vers ton risque. Voilà. Ils s'habitueront. Voilà, c'est ça. C'est une de mes citations préférées. Après, je pense aussi que l'humour, c'est important. Donc, des fois, d'avoir des citations... on n'en a pas parlé, mais l'engagement avec l'humour et puis un peu de distance, c'est pas important aussi. Mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez, je crois que l'inspiration, c'est important. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être contribuer les uns et les autres à changer la société, plus par l'inspiration que par l'idéologie et l'imposition. Et je pense aussi qu'il y a des cycles de différents temps, c'est-à-dire que des fois, on plante des graines et ça met du temps à fleurir. Je vois parce que, par exemple, j'ai pas parlé de cet engagement de l'association Les Humains Associés, qui a été fondée donc, par ma mère Tatiana F. Salomon, qui a une trentaine d'années. Je vois qu'il y a des choses, parfois on n'a pas les effets immédiats, mais on voit qu'au bout d'un certain temps, quelques personnes réfléchissent, pensent autrement et on apprend les uns des autres. Donc je pense qu'il faut se dire, oui, impose ta chance et ça sert ton bonheur et va vers ton risque. Merci. Merci Nicolas. Et donc je pense aussi qu'il y a des choses qu'on sème et puis ça met du temps à récolter. Peut-être c'est pas nous qui allons récolter les fruits d'ailleurs de ces graines. Merci beaucoup, merci Maria d'avoir joué le jeu. J'ai vu Niels prendre plein de notes. Alors Niels, avant juste de rendre l'antenne, je pense que je vais vous laisser un des derniers. Non, j'avais un mini rebond sur l'idée de l'échec. Je ne sais plus quel invité était venu, mais Éloi va nous le rappeler, nous avait parlé de son idée de créer une université de l'échec. Parce qu'en fait, finalement, on essaye toujours de s'inspirer des réussites, mais les réussites, c'est tellement de facteurs qu'on ne peut pas maîtriser pour qu'une réussite arrive, et dans l'entreprise, on le sait bien, par exemple, qu'en réalité, reproduire une réussite, c'est presque de l'ordre de l'impossible. Par contre, d'apprendre de ces échecs, c'est extrêmement fécond, en réalité. Et ça, c'est pas tellement dans notre culture. Donc j'ai une première question, enfin j'ai plutôt une question à vous poser. Et c'est Cédric Villani qui avait parlé. C'était Villani, ouais. C'est une très belle idée, je trouve. Et ça m'amène peut-être à une autre question, qui est la question finalement de... Parce que l'échec, c'est aussi lié à l'idée de la compétition. Et la compétition, ça fabrique des gagnants, mais ça fabrique beaucoup plus de perdants. Et donc, je voulais avoir votre sentiment sur est-ce que c'est pas aussi une valeur qu'il faut complètement réformer aujourd'hui, même au sein de l'entreprise, qui est cette idée de la compétition qui est mortifère d'une certaine manière. Mais c'est aussi la vision des autres qui vous donne l'idée de l'échec. Moi, j'ai créé ma première société, j'avais 23 ans, et j'ai créé ma société d'agent artistique. Donc, j'étais impresario en musique classique. Et quand j'ai fermé ma société et que je suis repartie chercher un autre type de job, les gens pensaient que j'avais raté sous prétexte que j'avais décidé de changer de métier. Et ça, c'est resté dans ma tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je refuse de penser que, d'autant plus qu'on est dans une époque où tout le monde va changer d'activité. Mais à cette époque, c'était il y a 30 ans, ça choquait les gens. Donc c'est le regard de l'autre qui me remettait devant l'échec, alors que j'avais oublié une chose, c'est que je pensais défendre uniquement les artistes que j'aimais. Et ce n'était pas forcément eux qui me faisaient gagner ma vie, mais j'étais contente d'avoir réussi quelque chose qui me plaisait. Donc c'est le regard de l'autre déjà qui vous donne l'idée de l'échec. C'est vrai qu'aujourd'hui on est en train de commencer à en parler, parce que ce n'est pas dans la culture
européenne, en tous les cas très française. Et je pense que la génération qui est en train d'arriver, elle change complètement ça. Parce qu'on ne peut plus la présenter avec un métier, elle a plein de compétences et elle va en avoir, elle va en perdre, elle va en regagner. Donc c'est fini cette notion de l'échec. Elle est dans un processus d'essai-erreur. Complètement, tout le temps. Donc je pense qu'eux, ils vont balayer cette notion. Natacha, un dernier mot là-dessus? Je pense qu'avoir 20 ans aujourd'hui dans la société française, c'est extrêmement difficile et qu'il y a une génération qui, en grande partie, se sent être née dans un contexte qui mène à l'échec. Après, on peut parler de soi en disant que finalement, ce qui compte, c'est plus, comme vous disiez, de réussir sa vie que réussir dans la vie, même si peut-être les deux, c'est une question de perception. Moi, je pense surtout à ceux qui, aujourd'hui, se disent qu'on est dans une société bloquée. Et vous parliez aussi des réseaux sociaux qui peuvent promouvoir le numérique, des nouvelles formes de travail. Eh bien, il faut se rendre compte quand même qu'il y a 20% des conversations sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui émanent de la sphère du Front National. On le sait bien que le numérique sert aussi à ce que les jeunes soient embrigadés, pas seulement, hein, c'est un levier par les djihadistes. Donc, il faut qu'on réalise réellement qu'on est face à un défi aujourd'hui, c'est que les solutions, les perspectives, les personnes à suivre, les projets de société, on doit vraiment y réfléchir ensemble parce qu'il y a une partie de la société qui est désespérée et qui vit tout ce qui se passe comme une situation d'échec. Or, crise, qui dit crise dit aussi opportunité, c'est aussi peut-être une formidable occasion de se réinventer, mais ça on l'entend peu, on reste dans une situation très terne. Donc je pense qu'on a besoin de solidarité et que par rapport au mouvement Nuit debout dont vous parliez tout à l'heure, il faudrait voir aussi comment ça se matérialise, mais qu'il faut aussi proposer des choses et que c'est extrêmement difficile quand on essaie de mener des choses, on découvre en le faisant, de réellement avoir des effets, que peut-être l'échec parfois c'est qu'on se dit qu'on aurait voulu faire plus, mais en fait on réussit à avancer que quelques centimètres, que nos prétentions étaient peut-être trop élevées, mais qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut essayer d'avancer. Et là aujourd'hui je me dis que collectivement, la France, on a besoin de se dire qu'on n'est pas dans une impasse, qu'on a besoin de retrouver de l'inspiration et de retrouver des mouvements qui agissent réellement, au dehors peut-être des intérêts particuliers dont on a un peu assez, je pense, collectivement. Juste un petit clin d'œil pour Maria. l'info, il y a des conférences de l'échec qui s'appellent Failcon, il y a un site qui existe en France depuis 2012, c'est sur l'échec entrepreneurial. On le note, les conférences de l'échec. Nils, un dernier mot pour Oui, finir? Cécile Renoir, qui avait participé à un rendez-vous du futur, nous disait que pour elle, il fallait vraiment aller beaucoup plus loin en matière de RSE et mettre dans les objectifs structurels, je dirais, de l'entreprise, l'intérêt général. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Elles n'ont plus le choix, les entreprises. Elles sont mondiales, elles vivent dans un écosystème qui intègre tous ces paramètres. Et celles qui n'ont pas compris ça auront des problèmes, je pense. Alors j'ai entendu Jérémy Rifkin chez vous qui pense que c'est la fin des grandes entreprises, mais c'est la fin de celles qui n'auront pas compris ça. Alors justement, les réseaux sociaux là-dessus sont un levier. C'est qu'on voit qu'il y a plus d'attention aux citoyens, aux consommateurs, et que si quelque chose nous semble, dans bien des cas, ne pas correspondre aux valeurs qu'on croit être les valeurs qui ont besoin d'être défendues, eh bien les entreprises aujourd'hui sont obligées d'écouter et parfois un petit peu de changer. Donc, mais de façon positive, je ne pense pas seulement au fait de dénoncer. Moi, je pense que les réseaux sociaux, parfois... Puis c'est le pouvoir du consommateur de dire aujourd'hui voilà. non. Et donc, en fait, je pense que collectivement, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit. Et que donc, par rapport à ça, il y a des choses sur lesquelles on peut agir de façon d'interpeller les entreprises ou des personnalités, des mouvements politiques. Et c'est ça qui change aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse échanger presque au même niveau. Alors, on va voir les effets. On en est finalement qu'au tout début de cette transformation. Oui, parce que quand on voit change.org sur la loi travail, ça n'a pas changé grand-chose. C'est aussi un paradoxe. Oui, on pourrait en discuter, mais oui. Je ne dis pas que ça n'a rien changé, je dis que... Il ne peut pas s'empêcher, il est terrible. Je lui dis c'est fini, on doit rendre l'antenne, l'émission est terminée. Mais non, il continue. Merci beaucoup Natacha, merci beaucoup Muriel, merci beaucoup Marianne, merci Nils, merci Nicolas. Merci à vous, merci à tous, merci aux équipes, à ceux qui l'ont préparé, le Cube, CCJ Carré, merci au Digital Society Forum, Socialterre et Oui Demain, nos partenaires. On se retrouve tout de suite sur les réseaux, bien sûr.